Radio Latitude. Radio Latitude. Radio Latitude. Latitude. À 3. Dance Floor Music. Bonjour et bienvenue dans l'invité de Radio Latitude. Pour cette deuxième émission de l'année 2014, nous recevrons Dimitri Sidor, candidat du Rassemblement de gauche à la mairie de Troyes. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler lors de cette émission de votre parcours, de vos engagements politiques, de vos projets pour la mairie de Troyes et de quelques sujets d'actualité. D'accord. Alors tout d'abord, pour vous présenter, Dimitri Sidor, vous avez 28 ans, vous êtes né à Troyes le 21 mai 1985, vous êtes pacsé, vous n'avez pas d'enfant, vous avez effectué votre scolarité à Troyes, notamment au lycée Marie de Champagne. Notamment. Vous avez suivi également des études d'histoire et de géographie, Sorbonne Université Paris 4. Oui. Vous avez obtenu le concours de conseiller principal d'éducation en 2010. Oui. Et être recruté comme CPE au lycée du Val-Morée à Bar-sur-Seine. C'est bien Exactement. cela. Vous êtes conseiller municipal à Troyes depuis 2008, 23 ans à l'époque, jeune. Effectivement. Et rentré au conseil communautaire du Grand Troyes en 2011. Et vous êtes engagé dans plusieurs associations du secteur médico-social, dans la lutte contre les sectes ou l'éducation populaire. Alors première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quand remontent vos engagements politiques ? Alors ça remonte à l'époque du lycée en fait, pour tout dire, lorsque en cours d'EPS, j'étais défenseur de l'équipe de ceux qui étaient bons en foot, c'est-à-dire que je défendais pas grand-chose, et à cette occasion-là, on parlait avec un camarade de ce qu'on allait faire, le bac en poche, voilà, et on parlait beaucoup d'histoire, de politique. C'était l'époque des années Jospin, donc on parlait aussi de ce qui nous plaisait dans ce qui était fait par le gouvernement Jospin à l'époque, et on s'est promis qu'une fois le bac empoché, on s'engagerait en politique, et donc c'est ce qui nous a conduit à entrer au Parti Socialiste juste après le cuisant échec du 21 avril, où la gauche a été exclue du second tour de l'élection présidentielle. C'est quelque chose qu'on a ressenti profondément comme étant une injustice de ne pas avoir le camp du progrès en fait dans un second tour d'une élection présidentielle. Donc je suppose qu'à l'époque, les manifestations contre Jean-Marie Le Pen, vous aviez participé activement. Ça a été peut-être le déclic ou pas ? Alors, à cette époque-là, certains d'entre nous allaient dans la rue, d'autres restaient en classe pour prendre le cours pour les autres. J'ai pu me partager entre les deux tâches, mais c'est vrai que ça a été vraiment une injustice terrible. On l'avait ressenti comme ça dans ces moments-là. Ouais. Et donc, à la suite de cela, comment vous êtes arrivé au Parti Socialiste notamment ? Vous êtes entré dans les jeunes J'ai hésité socialistes entre plusieurs partis politiques de gauche, je ne vais pas faire la liste, mais à Troyes, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait que le Parti Socialiste qui avait une permanence. J'ai poussé leurs portes, j'ai assisté aux premières réunions. Et honnêtement, je n'ai pas été très très emballé, ça m'a fait un petit peu peur, je comprenais rien du tout de ce qui se disait dans les réunions. C'est-à-dire que rapidement, je me suis rabattu sur la section des jeunes, en fait, qui s'appelait le Mouvement des Jeunes Socialistes. Et c'est d'abord au Mouvement des Jeunes Socialistes que j'ai engagé mon parcours politique avant de revenir plus tard, en fait, au Parti Socialiste. Alors, on va revenir un petit peu sur la ville de Troyes en elle-même. Je vais vous poser quelques questions par rapport à ce que pourrait notamment apporter la gauche à Troyes. Alors, c'est vrai qu'on est quand même dans une ville assez conservatrice. La droite est au pouvoir depuis... la sortie de la guerre. Voilà. Et qu'est-ce que pourrait justement apporter la gauche si la gauche arrivait à la mairie de Troyes ? D'abord, je sais pas, peut-être un moment on va parler du bilan de François Baroin. On va y revenir après, oui. La gauche, elle peut apporter un surcroît de justice sociale à Troyes, véritablement. Et c'est pas du luxe. C'est-à-dire que quand on regarde la situation de notre territoire, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, la pauvreté va en grandissant. Et c'est même très préoccupant de ce point de vue-là. On s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, plus de la moitié des contribuables ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'en ont pas les moyens à Troyes. On s'aperçoit aussi que depuis une dizaine d'années, 26% des foyers troyens vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui nous classe parmi les villes les plus pauvres de France. Ça, c'est la réalité troyenne. Et c'est quelque chose qui me touche et qui m'engage à proposer un projet par rapport à ça. Alors justement, quand je lis sur votre affiche qu'on voit un petit peu partout en ce moment sur Troyes, les femmes et les hommes avant les pierres. Alors selon vous, je vous pose la question, François Baroin en fait-il peut-être trop dans tout ce qui est travaux au détriment de l'humain ? C'était nécessaire parce que moi quand j'étais petit et que je me baladais dans les villes de Troyes, franchement c'était C'était horrible. Moche. C'était moche, voilà, on peut le dire comme ça, exactement. C'était sombre, les ruelles étaient vraiment des années, 60. C'est vrai que c'était nécessaire de passer par une phase de requalification urbaine. Pour moi, François Baroin, c'est son principal bilan, c'est la chose qui portera le plus possible. J'ai envie de dire aujourd'hui, ce chapitre est terminé, on tourne la page et on ouvre un nouveau chapitre où on parlera peut-être un petit peu plus des femmes et des hommes avant les pierres.
Troyen avant tout. Mm. C'est encore un autre slogan, il y a un thème fort de votre affiche. François Baroin est-il trop absent à Troyes ? François Baroin, il est maire de Troyes. Il est président du Grand Troyes. Il est député à l'Assemblée nationale pour notre circonscription et un certain nombre d'autres tâches. François Baroin, on le voit pas très souvent, mais j'ai envie de dire dans l'absolu, s'il avait une équipe pour faire le job à sa place, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas très souvent à Troyes, on ne le voit pas non plus très souvent à l'Assemblée nationale, où il fait partie des députés qui ont le moins d'activité parlementaire. Alors j'ai envie de dire, où est, pas Charlie, mais où est François, quoi. Mais pour moi, c'est pas le cœur du problème, quoi. C'est pas le temps qu'un maire donne à sa ville s'il a une très bonne équipe derrière lui. C'est pas ce temps-là qui est le souci. Et encore, j'ai envie de dire, il n'est plus au gouvernement, François Baroin, depuis quasiment 2 ans. Il n'est plus au gouvernement. Moi, je suis un grand partisan des lois et de la réglementation qui pourraient limiter le cumul des mandats. Ça me paraît essentiel pour se consacrer pleinement à son territoire. Donc, un petit aparté, admettons, si vous arrivez à la mairie de Troyes et qu'on vous propose un poste de ministre, donc du coup, vous refuseriez à l'instar de François Baroin. Je suis pas sûr que le fait d'arriver directement à la ville de Troyes m'ouvre les portes des ministères, mais en tout cas, le gouvernement socialiste, si je ne fais pas erreur, le Premier ministre, qui s'appelle Jean-Marc Ayrault, a quitté sa responsabilité de maire, tout à fait, lorsqu'il est devenu Premier ministre. C'est pour dire que on peut accepter la mission gouvernementale en quittant ses fonctions locales. Donc pour vous, il faut être consacré entièrement à sa tâche. Donc en l'occurrence, à la mairie de Troyes, il faut y être entièrement. Absolument. Alors on va terminer sur cette affiche. Pourquoi avoir fait cette affiche sous forme de dessin ? On m'a pas encore posé la question. Je l'ai fait parce que ça me plaisait d'abord, et parce que je fais cette campagne municipale sans inquiétude particulière, si ce n'est celle, je veux dire, de faire passer le mieux possible mon message. Et après, pour faire passer son message, alors où on fait les campagnes un peu plan-plan habituelles, où on a la jolie photo avec la cravate, et puis on y va comme ça, où on décide d'avoir un message un petit peu décalé pour attirer l'attention, mais surtout inviter les personnes, je veux dire, à se rendre sur notre site internet, par exemple, pour voir les propositions qu'on a apportées aux Troyens. C'est ça le vrai, c'est ça le fond. Et justement, votre programme, c'est quoi ? Alors notre programme, il se décline en 3 priorités, 20 propositions. Si vous me laissez en parler, je pense qu'on y est jusqu'à ce soir, mais quelques-unes. Donc on a 3 priorités, c'est celle de ces 3 priorités qui relèvent la même chose, c'est les hommes et les femmes et les hommes avant les pierres. C'est-à-dire qu'on voudrait que toute l'énergie de l'administration municipale et celle du Grand Troyes se tourne vers 3 priorités. La justice sociale, j'en parlais tout à l'heure, l'attractivité du territoire, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, alors que 200 000 Parisiens n'en peuvent plus des conditions de vie de la région parisienne et donc quittent la région parisienne, ce n'est pas normal que parmi ces 200 000 personnes, il y en ait beaucoup trop peu qui arrivent à Troyes. Alors que Troyes offre des conditions de vie qui sont intéressantes, qui devraient être attractives, mais qui ne le sont pas assez parce que les services publics ne sont pas à la hauteur. Notamment le train ? Le train, évidemment, le train ne dépend pas totalement de la ville de Troyes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les écoles, par exemple. Quand une personne qui quitte la région parisienne veut venir à Troyes et regarde un petit peu quel est le territoire, elle regarde la tête des transports en commun. Quand elle voit ceux de Troyes, elle se dit « je n'irai pas m'installer à Troyes ». Elle regarde la tête des écoles, quand elle voit, la peinture des plafonds tomber sur les tables des gamins, ils disent « je n'irai pas m'installer à Troyes », etc., etc. Donc, l'attractivité du territoire, 2e priorité. Vous parlez des transports en commun. Qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement ? Mettre des bus la nuit, pourquoi pas ? Oui, mais par exemple, la limitation à 21h. Là, on est... Bon, je ne sais pas si vos auditeurs savent vraiment où vous êtes placés, mais on n'est pas très loin de centres d'appel, qui sont assez connus. Le bus s'arrêtait de circuler 5 minutes avant la fin du service des salariés de la boîte. Ça a été rectifié depuis, mais il y a une vraie nécessité de prendre en compte les horaires de tous les salariés sur le territoire en fonction des transports en commun. Et puis il faut sortir d'une logique aussi, c'est que le transport en commun, ce n'est pas qu'un transport social, ça devrait être une alternative crédible à la voiture. Il faut moins de voitures à Troyes, il faut plus de transports en commun. C'est les choses que je vais décliner précisément. François Baroin, justement, lui s'attache à ce que la ville de Troyes soit une cité étudiante. Et les jeunes, pour sortir en ville, ils ont quand même besoin de prendre le bus. Tout le monde n'a pas forcément une voiture. Ah, tout à fait. Et puis en plus, il y a aussi une dimension de sécurité qui est intéressante avec le transport des bus la nuit. Comme ça, on ne reprend pas sa voiture en ayant bu 3 verres et en risquant de perdre son permis de conduire. Donc ça, c'est vrai que c'est une piste qui est très intéressante. Sur toute la réflexion d'ailleurs autour de la vie nocturne. Parce que je ne sais pas si vous avez vu il y a peu de temps. Les bars, la fermeture à 1h30. Exactement. Il y a des propositions d'abaisser la fermeture des bars. Il y a des usagers, des habitants du centre-ville qui sont, c'est vrai, usés par la pollution sonore, oui. c'est sûr. Mais il y a peut-être aussi moyen de faire en sorte
que l'on s'entende sur le territoire du centre-ville pour que les bars aient une activité le week-end et c'est normal, et quelques fois dans la semaine et dans des secteurs tournants pour ne pas empêcher les habitants de dormir, et aussi des activités dans la semaine avec des concerts jusqu'à un petit peu plus tard. Voilà. Donc plus d'animation peut-être au centre-ville de Troyes. Absolument. Ouais. Pour la jeunesse, on en fait pas assez selon vous à Troyes? Pour la jeunesse, on n'en fait jamais assez, dans l'absolu. Mais la jeunesse, c'est pas que les étudiants. C'est pas que les étudiants. Ce sont aussi les jeunes qui sont encore lycéens. Ce sont aussi les jeunes qui entrent dans la vie active. Est-ce que c'est normal qu'à Troyes, on n'ait pas une maison des jeunes et de la culture ? Enfin, c'est un truc qui paraît... Une MJC. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein. Il y a plein de villes dans le département qui ont une structure qui accueille les jeunes et leur permet de développer 1000 projets, d'avoir un petit studio d'enregistrement pour enregistrer s'il y en a qui se lancent un petit peu dans le chant ou dans la musique, d'avoir des accès libres à Internet, ce genre de choses. À Troyes, nous n'en avons pas. Voilà. Il y a la maison des étudiants. Qui s'adresse aux étudiants. Et ben voilà. Quelques sujets notamment sur le bilan de François Baroin, tout ce qui est rénovation des quartiers, je pense notamment au Sénard, au Chartreux, au Point du Jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était nécessaire, mais c'est pas suffisant, parce que derrière les jolies façades, il y a des gens qui y vivent. Et ces gens qui y vivent, notamment je pense moi au quartier Jules Guesde, ils vivent aussi ce qu'ils appellent la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des avenues requalifiées, on peut avoir des façades rénovées, mais n'empêche que les charges collectives, celles de l'ascenseur, celles du chauffage des différents logements, elles sont trop importantes, quoi. Voilà. Et donc, dans les éléments nous qu'on avance en termes de projet, on voudrait faire en sorte d'inciter à la rénovation intérieure, à l'isolation intérieure, soutenir les bailleurs sociaux quand ils font des requalifications qualitatives de leur parc locatif. Le centre-ville, vous l'aviez dit, c'est vrai que maintenant c'est quand même beaucoup plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était nécessaire de faire tous ces travaux finalement ? Oui, je le disais tout à l'heure, il fallait sortir de la période sombre que l'on héritait des années 60. Après, c'est un centre-ville. Un citoyen qui est venu me voir il y a peu de temps dans une permanence de quartier me dit mais je comprends pas un truc. François Baroin, il fait le centre-ville pour les touristes et Philippe Adnaud, le président du conseil général, il crée un palais des congrès pour les congressistes. Donc, l'argent des contribuables. C'est pas pour les Aubois selon vous ? Pas seulement pour les Aubois. Ça l'est aussi un petit peu, mais par exemple, je vais prendre un autre exemple. Quand on est à Paris et qu'on est parisien et que tous les jours on passe devant la Tour Eiffel. Alors nous, quand on arrive à Paris, c'est extraordinaire la Tour Eiffel. C'est un truc incroyable, les quais de Seine, etc. Mais le Parisien, à partir d'un certain moment, quand ça fait même notamment plus d'un siècle qu'il voit la Tour Eiffel, à un moment, ça suffit plus pour sa qualité de vie à l'habitant de Paris. Et ben nous c'est pareil, à un moment on va se lasser, comme c'est logique et comme c'est normal, on va se lasser un peu de ces quais qui sont refaits quand ils n'auront plus la fraîcheur de la nouveauté, et c'est l'essentiel qui devra être traité par la future équipe municipale. Troyes a une carte à jouer dans le tourisme ou pas ? Elle a une carte à jouer dans le tourisme. Du tourisme de passage, des congressistes notamment ? Oui, absolument, oui, tout à fait. Et puis il faut soutenir en ce sens. Alors pourquoi est-ce qu'il faut soutenir ? Je mets pas en opposition les choses. Il faut soutenir le tourisme parce que le congressiste ou le touriste, ce sont des personnes qui ont des revenus qui viennent d'ailleurs et qui viennent le dépenser sur le territoire de Troyes. Donc c'est quelque chose qui apporte des choses à l'économie locale. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Troyens avant tout, les femmes et les hommes avant les pierres, et ce sera notre priorité du mandat. Pour terminer sur le sujet du tourisme à Troyes, il y a un grand cœur qui s'est posé sur les quais. Le côté romantique de Troyes, vous y croyez, vous, ou pas du tout ? Pour avoir flirté un petit peu à Troyes, nous on y croit un petit peu, au côté romantique de la ville. Après, en faire une destination, si c'est votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on fait de Troyes... Je n'irai pas jusqu'à dire que ce soit la Venise... Ouais, c'est ça. Non, mais je pense pas. Après, ça donne des jolies photos. Je sais pas si vous avez reçu ma carte postale de Bonveux, mais ça donne des très jolies photos, cet endroit-là avec le cœur. Vous qui êtes CPE, justement, on parle beaucoup des étudiants. Ville étudiante 3, vous y croyez ? Je crois qu'on est à combien ? 10 000 étudiants 10 ou 12 000 étudiants, me semble-t-il, à 3. On est au taquet, on peut en faire plus On peut en faire plus à condition de soutenir les sites universitaires et de permettre leur développement. Moi, je suis très attaché à l'UTT et à l'IUT aussi. À l'IUT notamment parce que l'IUT, elle propose des formations principalement de 2 années, de 3 années aussi, mais qui sont diplômantes, qui permettent une insertion dans le marché du travail importante, et notamment une insertion dans le marché du travail local. Et ça, c'est une donnée qui me paraît essentielle. Voilà. Mais là, pareil, les étudiants qui viennent à Troyes, l'UTT, la plupart des étudiants qui viennent, ce ne sont pas des gens du coin. Non. Et
Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour les aider à rester à Troyes ? Il y a plusieurs initiatives qui sont lancées au niveau du Grand Troyes et au niveau du Conseil Général. C'est notamment la Technopole. C'est-à-dire qu'il faut aider et soutenir le moment où le jeune sort diplômé avec plein d'idées dans la tête et le marché, le secteur économique local, voilà, faut permettre la jonction entre les deux pour lui donner des facilités d'installation, notamment dans les premières années, pour lui permettre de lancer son activité à Troyes. On va parler de la gestion des inondations au mois de mai dernier. François Baroin a-t-il fait le trop ? C'est vrai qu'on s'attendait quand même, il y a eu des vrais dégâts dans certains coins, je pense à Buchères, à Saint-Julien-les-Villas. Était-ce nécessaire d'être un peu trop prudent ? Je pense qu'il faut être un peu trop prudent. On a eu un peu peur quand même. Oui. On a eu un peu peur parce que ça fait un certain temps que des rapports disent que l'état des digues n'est pas satisfaisant. Et donc il y a de nombreux crédits qui ont été ouverts pour permettre leur requalification. Après, là où je vous rectifierai, si vous me le permettez, c'est François Baroin en a-t-il fait trop ? D'abord, François Baroin n'était pas le seul à agir. Tous les maires de l'agglomération troyenne, dans toutes leurs communes concernées, se sont largement battus. Je pense notamment au maire de Buchères, qui a été quand même sur le front pendant un certain temps. Les services de la préfecture se sont battus aussi. Les services de l'État, donc il y a la préfecture, mais aussi les pompiers se sont mobilisés. La protection civile, les services du ministère, le ministre de l'Intérieur est venu à Troyes. Là, je pense que c'est un sujet complètement apolitique, où tout le monde a fait le nécessaire pour garantir la sécurité des habitants. Vous arrivez à la mairie de Troyes aux prochaines élections. Quelle est la première chose que vous faites ? D'abord, je me dis waouh, voilà. Bon, ça va vite de se dire ça. Et puis ensuite, je réunis toute mon équipe et on prépare notre premier conseil municipal. On répartit les responsabilités des unes et des autres. Et puis surtout, on s'attaque... une action phare. J'allais vous le dire, on s'attaque au dossier de l'eau, probablement. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais j'ai remporté avec deux collègues, Marc Bolland et Alain Carsanti, un recours au tribunal administratif qui nous permet, à la sortie de l'élection municipale, de renégocier l'eau à Troyes avec des tarifs adaptés aux consommations, des tarifs moindres pour les usagers, etc. etc. Ce sera mon premier job. D'accord. Vous êtes optimiste face à François Baroin, qui est quand même encore assez populaire, faut le dire ? Oui, je suis bourré d'optimisme, pour dire la vérité, parce que c'est ma façon de vivre. C'est que je peux pas. C'est impossible de partir à une élection en se disant oh là là, j'y vais parce que personne d'autre ne veut y aller, je vais avoir un mauvais résultat, etc. Je peux pas dire ça en fait, c'est pas possible. Donc j'y crois et les remontées du terrain, elles, me donnent satisfaction puisque j'espère bien emporter François Baroin dans un second tour. Pour qu'on discute non pas seulement de son bilan, mais aussi des perspectives de qu'est-ce qu'on fait à Troyes pour l'avenir. Qu'est-ce que vous disent les gens que vous rencontrez, notamment vous faites du porte-à-porte On fait beaucoup de porte-à-porte, on en est déjà à 2500 portes depuis... on a fait une campagne d'inscription sur les listes électorales, on a fait aussi, depuis le 1er janvier, on est reparti un peu dans les cages d'escalier. Jusqu'à présent, les gens sont tout à fait sympathiques, mais vraiment tout à fait sympathiques. Beaucoup ont vu mes affiches. Certains ont discuté lors des fêtes en repas de famille du document qui avait été distribué avant les vacances. D'autres ont reçu ma carte de vœux, me remercient, me souhaitent du bon courage pour cette élection. Je n'ai pas d'écho négatif à l'heure actuelle. Quelles sont les attentes de la population ? Quand vous les rencontrez, ils vous disent quoi ? Alors, quand on les rencontre déjà, il arrive régulièrement qu'il y ait une espèce de... une expression du ras-le-bol, et il est tout à fait compréhensible, du ras-le-bol qu'on entend vis-à-vis de la classe politique en général. Mais rapidement, quand ils s'aperçoivent qu'il y a le bon gars là qui est devant la porte, qui a fait, c'est moi, qui a fait sa journée de travail, qui a quitté à 18h de son lycée, qui prend sa voiture pour venir sur une action, pour frapper des portes et pour discuter avec des gens de la situation troyenne, d'un coup ça permet quand même de relativiser un petit peu et de se dire que la politique c'est aussi ça, quoi. C'est aussi un engagement bénévole et passionné. Donc le contact avec la population pour vous c'est très important. Fondamental. C'est ce qui manque à François Baroin ? Non, il a un bon contact avec les gens, j'ai l'impression, mais pas très souvent. Pas très souvent, pas assez présent ? Je pense, oui. Quel bilan vous dressez du mandat de François Baroin ? J'en parlais un petit peu tout à l'heure, oui. Peut-être que j'ai pris les choses dans le désordre, je sais pas, mais je constate qu'il y a effectivement une progression intensive de la pauvreté, et que donc toutes les barrières que la ville devrait mettre en œuvre pour éviter cela, ce n'est pas mis en œuvre. Il y a aussi un déficit d'attractivité, j'en parlais aussi un petit peu, puisqu'il suffit de voir toutes les enquêtes qui paraissent et qui classent les villes moyennes en France selon différents critères et qui toutes disent que Troyes se trouve vraiment à la ramasse, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire 49e sur 50, 48e sur 50, enfin c'est des choses préoccupantes. Et puis le troisième aspect, c'est que c'est une ville qui pour moi n'anticipe pas suffisamment
sur les enjeux à venir. Il y a De Margerie, le patron de Total, qui dit que l'année prochaine ou l'année d'après, le litre de diesel il sera à 2 €. Alors la conséquence, on se dit waouh, bon 2 € c'est beaucoup, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne prendront plus leur voiture que pour faire l'essentiel, hein, et plus pour le j'allais dire le superflu, voilà. Et donc dans ce cas-là, il va falloir anticiper dès maintenant les transports en commun ou les déplacements doux, voilà. Ou les gens qui utiliseront leur voiture dépenseront peut-être moins ailleurs, tout simplement. Ou elles dépenseront moins ailleurs et ce serait pas forcément bon pour la consommation. Dans une élection municipale comme à Troyes, on vote plus pour une personne, pour un projet municipal ou pour un parti politique? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a autant de raisons de voter que d'électeurs, en fait. Je pensais pas ça avant. Hein. Je pensais qu'avant, il y avait les grandes idées, qu'on votait pour des grandes idées. Aujourd'hui, je pense que chaque personne qui va déposer un bulletin dans l'urne a ses bonnes raisons de le faire. Elles prennent en compte la personnalité du candidat, elles prennent en compte le projet aussi qui est porté, elles prennent en compte son étiquette politique, elles prennent aussi en compte l'état d'esprit de la personne. Voilà. Est-ce que c'est un ras-le-bol au gouvernement et on le dit en votant pour quelqu'un d'autre? Est-ce que lui, on l'a bien aimé, il paraît sympathique, alors du coup on vote pour lui parce qu'on lui fait confiance? Voilà, il y a beaucoup de raisons. J'ai pas de loi. Le manque de popularité de François Hollande, vous avez peur que ça joue à votre désavantage? On parle beaucoup de la droite qui pourrait créer une surprise en profitant de l'impopularité de François Hollande et du gouvernement, peut-être même aussi par endroit le Front National. Ça vous fait peur, ça, ou pas? Si mes concitoyens et mes concitoyennes ne sont pas d'accord avec le président de la République et donc décident de me sanctionner moi dans l'élection municipale, je veux dire, ils ont bien le droit de le faire et je ne pourrais pas les empêcher de le faire. Mais si mes concitoyens et mes concitoyennes se disent aussi que l'enjeu de l'élection municipale, c'est de discuter des projets pour le territoire et pour la ville de Troyes, et qu'ils se disent aussi que des tas de villes dirigées par des socialistes sont des villes qui sont à la pointe, qui sont en avance sur beaucoup de choses. Je pense à Reims, je pense à Dijon, je pense à Rennes, je pense à Toulouse, je pense à plein de villes socialistes en France. Et ben dans ce cas-là, ils voteront peut-être pour moi. Voilà, je n'ai pas. Justement, vous parlez de Reims. Quand Adeline Hazan est arrivée à la mairie de Reims, c'était quand même une ville de droite. Vous avez envie de refaire à peu près la même chose? Alors moi, vous savez, il y a 60 000 habitants à Troyes. On a 30 000 personnes inscrites sur les listes électorales. 15 000 ont été votés en 2008 aux dernières municipales. 8 000 seulement ont voté pour François Baroin. 8 000 sur 60 000 habitants. C'est difficile de dire que Troyes est une ville de droite. C'est surtout une ville de l'abstention, concrètement. Et donc c'est ça, moi, que j'essaie de bousculer. C'est que j'essaie de dire à ceux qui n'ont jamais été aux urnes, rendez-vous aux urnes ce coup-ci, parce qu'on parle de vous, on parle de la ville, on parle de ses projets, de son avenir, du territoire. Donc justement, en rassemblant la gauche, vous espérez insuffler peut-être une vague positive en votre faveur? Oui, bah oui. Rassemblement de gauche, il y a quel parti justement qui s'est rassemblé? Il y a le Front de gauche, le parti, le PCF, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts qui nous rejoignent, et des personnalités aussi qui nous viennent du centre ou de l'extrême gauche, qui ne sont pas supportés par des partis, mais qui ont vu dans mon initiative quelque chose qui leur donnait envie de me rejoindre. Voilà. Et le front de gauche qui se rassemble avec vous, ça... pourquoi vous faites front commun justement avec... Parce qu'on se rassemble. Au niveau des idées, vous arrivez à tomber d'accord même avec des extrêmes? On se rassemble sur les projets qu'on propose. C'est la tarification en fonction des revenus pour les services municipaux, c'est l'accent donné sur les transports en commun, c'est la maîtrise publique de l'eau, c'est tout ça, sur tout ça on est d'accord. Donc on n'a pas de raison de faire vivre les vieux démons et on a toutes les raisons d'avancer ensemble. Un projet de tramway à Troyes, ça sera envisageable ou pas? Alors on a loupé le coche en fait pour le tramway. Troyes était dans les années 90, reconnu comme étant un territoire pouvant accueillir un tramway. Hein. Ça aurait changé la face de la ville. Mais sauf que dans les années 90, nos prédécesseurs, les précédents élus de droite qui tenaient la ville et l'agglomération, se sont dit que non, on va pas prendre le tramway, on va maintenir le tout voiture. C'est pour ça que, je veux dire, aujourd'hui, on a vraiment loupé le coche du tramway. Donc, et pourtant, la situation s'inverse. Quand on voit les travaux qui ont été réalisés, notamment sur les quais, la voiture a moins en moins de place au centre-ville de Troyes. Elle a moins en moins de place, mais regardez les quais, où est-ce que vous mettez un tramway? Enfin, sauf à courir au milieu de la traversée piétonne, je le vois pas. Sauf à peut-être reboucher à nouveau le canal pour faire passer un tramway par-dessus, je le vois plus passer. Alors donc non, on ne propose pas le tramway dans notre projet, parce qu'en plus ça coûte extrêmement cher. En revanche, on met l'accent sur le transport en commun, et notamment sur des voies de bus qui soient des voies de bus bien séparées, réservées, exactement, pour plus qu'on mette 45 minutes, voire plus, pour aller des Chartreux, à petit bateau, quoi, au Marot, voilà, en prenant la ligne 6. Ça, c'est quand je la prenais, moi, c'était horrible. Pour
terminer, on va parler de François Hollande et justement des révélations du magazine Closer sur une relation supposée entre François Hollande et Julie Gaillet. Selon vous, la vie privée du président, ça doit rester privé ou ça doit être public ? Il doit avoir une gestion privée de ses affaires privées. Ça ne doit concerner le public que dans la mesure où ça pose des questions relatives à l'État. Mais de manière générale, les histoires de vie privée, voilà. C'est juste votre ressenti personnel. Oui, c'est ça. Oui. Donc justement, les histoires de vie privée des hommes et des femmes politiques, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça ne devrait pas entrer en ligne de compte. Et d'ailleurs, je m'interroge, pourquoi est-ce que les hommes politiques et les femmes politiques seraient soumis à ce point aux projecteurs qui regardent le détail de leur vie privée, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, par exemple, pour les journalistes ? Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les patrons du CAC 40, pour les grands responsables de l'administration publique ? Voilà, il y a une espèce de crispation autour de la vie politique qui déchaîne les passions et qui, moi, me dérange un petit peu. Voilà. D'accord. Et le statut de la première dame, qu'est-ce qu'il faut faire du coup Elle n'a pas vraiment de statut, la première dame. Déjà, en France, la première dame n'existe pas vraiment. Elle a quand même un cabinet. Il y a des moyens qui sont mis à disposition, qui sont détachés de la présidence de la République pour la compagne du président de la République. Ça va être vite réglé, puisque je crois que le président de la République s'est engagé avant le 2 février dans ces eaux-là de clarifier la situation. Bon, moi je vais attendre ça, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Merci d'être venu. Bon, merci. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci.